it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. Find me in the club. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro d'On se démarque, une émission dédiée au football européen. On vous propose le meilleur chaque semaine. Au rendez-vous, beaucoup d'humour comme toujours, le classico madrilène, la finale de la CAN, nos tops, nos flops et tout ça, c'est maintenant. Avec nous ce soir, soyons galants, commençant par Maria Street. Comment ça va, Maria Street ? Ça va. Ça va bien, malgré la défaite d'Arsenal ? Ouais, ça va. Allez, on arrête de taquiner tout de suite, on passe à notre raid de l'émission. Guillaume, comment ça va ? Ça va. D'accord, merci beaucoup. On passe ensuite à notre breton, Kevin, qu'on ne présente plus. Oui. Comment ça va ? Ça va, super le lancement sur moi, magnifique, j'ai kiffé, merci. Le honneur, comme toujours. Et avec nous, le Vietnamien de l'équipe, celui qu'on ne présente plus, le Parisien, l'illustre Maxime, comment ça va ? Ça va Bruno, ça va très bien, merci. Génial. Et on va conclure avec le plus beau, le plus élégant. Je présente notre régisseur Karl Pink. Comment ça va ? Ça va, toi, tranquille quoi. Ça va très bien, merci. On passe tout de suite à notre première rubrique, évidemment le Zoom, donc le joueur qui a livré la performance de la semaine. Antoine Griezmann sur un nuage en pleine forme. Kevin, peut-être pour commencer. Ouais, génial, Antoine Griezmann, au-delà du match, une saison vraiment exceptionnelle pour le jeune français qui ne cesse de progresser et de prouver que c'est vraiment un des meilleurs jeunes d'Europe et qui va finir très très haut dans les sommets. Il s'est très bien adapté au jeu d'Atlético qui joue en contre et avec sa technique, sa vitesse, il apporte du danger sans cesse, donc c'est très impressionnant. C'est comme un attaquant exceptionnel, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, Maxime. Oui, Antoine Griezmann, il était un peu moins bien au début de saison. Il a eu un peu de mal à s'adapter au jeu de Diego Simeone, un jeu beaucoup plus physique. Il fait beaucoup plus de travail défensif, il est très bon techniquement, il est surtout très complémentaire à Mandzukic, ça y est un peu la vitesse, il joue beaucoup en pivot sur lui. Il a été élu meilleur joueur de la Liga en janvier et c'est pas pour rien. On voit que Griezmann là prend vraiment une autre dimension pour l'équipe de France et pour l'Atlético Madrid. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, Marie Astrid. On va éviter de parler de coupe de cheveux, on va plutôt parler de son bon pied. Qu'est-ce que ça va dire sur ce joueur en forme ? C'est vrai qu'il a eu un début de saison compliqué, mais il a réussi à s'adapter. Je crois que c'est le 15 décembre, il a mis un triplé contre l'Athletic Bilbao. Et depuis, il fait que des bons matchs. Il cadre plus ses tirs, il dribble plus. Et c'est vraiment ce match qu'il a relancé justement contre Bilbao. Et depuis ce match, il marque quasiment à chaque fois. Et franchement, il est en très grand progrès. Ses retours défensifs, c'est vraiment pas mal et tant mieux pour lui. Et c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France d'avoir un attaquant en pleine forme comme ça sur un nuage en Espagne qui n'est pas quand même un championnat facile, surtout pour s'intégrer, passer d'une équipe comme la Real Sociedad à l'Atlético, c'est deux styles différents et on est très content pour lui. On va passer maintenant au Box to Box, notre deuxième rubrique. C'est le débat de l'émission. On va parler évidemment du Real Madrid qui est perdant de ce classico madrilène. Alors pour vous, c'est un simple accident ou c'est un véritable malaise ce match ? Pour moi, c'est vraiment un malaise. Ça fait quelques matchs que le Real est un petit peu en dessous. C'est dû à Cristiano Ronaldo qui est vraiment très moyen en ce moment. À l'absence de Modric aussi. Et il ne faut pas oublier qu'à ce match, il y avait quand même une défense centrale Varane, Nacho, c'est pas Pepe Ramos. Oui, il y a eu beaucoup d'absents. Pour moi, c'est vraiment Modric. Modric manque vraiment en ce moment. C'est lui le meneur de jeu. C'est lui qui dirige un peu le ballon, qui mène un peu son équipe vers l'avant. Modric on voit Kroos, ils ont mixé notamment Kroos en sentinelle. Kroos qui est un numéro 10 de base. On a vu face à l'Atlético qui a un jeu très très physique, avec très très endurant et qui percute beaucoup. Le Real ne peut pas se permettre de mettre un joueur pas capable forcément d'aller tacler ou d'aller au contact dans le ballon. Mais justement, Maxime, comme vous le dites, c'est quand même inquiétant que le Real sans Modric n'arrive plus à rien faire au milieu de terrain. Oui, il y a Modric qui manque, il y a aussi James. Il y a Isco, ça marche plutôt bien. On a vu qu'Isco a essayé d'apporter beaucoup de jeu, mais ça apporte beaucoup de déséquilibre dans le jeu. Je pense que ça va pas durer, le Real va se reprendre. C'est pour moi la meilleure équipe au monde et je me fais pas de soucis pour eux. Maria Astrid, peut-être là-dessus ? En plus, c'est vrai, sur ce match, il manquait Pepe, il n'y avait pas Ramos non plus. Puis en plus, on n'a pas vu beaucoup Karim Benzema, Cristiano Ronaldo est pas en forme et mon Casillas qui fait des boulettes, voilà quoi. Ça aide pas. D'accord. Kevin, peut-être à votre avis là-dessus ? Ouais, une faillite collective, on ne peut pas prendre un joueur ou deux, c'est vraiment le milieu de terrain qui a été pris physiquement.
Les attaquants n'ont pas eu les ballons, la défense a été mise sous pression très très vite, beaucoup d'absence. C'est vrai que Ramos, Pepe dans un match de combattant comme ça aurait apporté. De là à parler un véritable malaise, moi je pense que c'est juste un accident de parcours. Il ne faut pas oublier quand même que le Real Madrid était sur une formidable série en 2014, entre 14 et 15 victoires de suite, je crois même plus, 20 ou 22. Et donc voilà, c'est une machine, c'est une équipe, elle a une des meilleures équipes du monde et elle va se relancer très vite, très très vite. Oui, depuis D'accord. début 2015, ils sont quand même en pleine galère et ils ont vraiment du mal dans le jeu. D'accord, ok, on va passer tout de suite à notre prochaine rubrique. C'est évidemment la rubrique de l'autre côté de l'Hexagone, ce qui est en dehors de la France. On va s'intéresser au championnat, notamment le pays de la bière, l'Allemagne. Alors messieurs, on va évidemment parler du Bayern qui gagne enfin. Oui, le Bayern gagne enfin, et surtout une grosse déroute face à Wolfsburg. Je pense que c'est qu'un simple accident, il ne faut pas parler de malaise. Le Bayern reste une des meilleures équipes au monde et pour moi, un candidat à la Ligue des Champions et pour moi l'incontestable prochain champion de la Coupe d'Allemagne. Et vous messieurs, vous pensez que le Bayern ne serait peut-être pas inquiété par Wolfsburg ? Non, franchement, je pense que Wolfsburg n'est pas à la hauteur du Bayern. Ils sont beaucoup moins réguliers et il n'y aura pas de problème à ce niveau-là pour le Bayern. Après, je pense que la claque qu'ils ont reçue il y a 10 jours, ça leur a fait vraiment du bien. Ça les a fait descendre un peu sur terre et c'est pas plus mal. D'accord. Vous, Marie-Astrid, peut-être sur le Bayern, à votre avis ? Ils ont 8 points d'avance déjà quand même, et vu que la plupart du temps ils gagnent tous leurs matchs, il n'y aura pas de souci. Et cette arrivée au mercato qui quand même Wolfsburg a marqué le coup avec Schürrle, 35 millions on le rappelle. Est-ce que ce joueur pourrait changer la donne ? Changer la donne, je sais pas, mais bon, Schürrle est un joueur de vitesse, ça peut qu'apporter avec De Bruyne qui est aussi très très bon et qui va très vite. Bon après je pense pas que Wolfsburg pourra concurrencer le Bayern cette saison. Je vois pas aucune équipe allemande pour en déloger le Bayern pour ces prochaines années. D'accord, merci Maxime. On passe maintenant au pays de la mozzarella, l'Italie, avec le derby Juve-Milan. Guillaume, qu'est-ce que vous a inspiré ce match ? Pas grand-chose. Pour moi, la Juve est supérieure depuis 3-4 ans. Le Milan est en déclin depuis 3-4 ans, justement, au contraire. Et c'est pas une vraie surprise. La Juve avec un grand Pogba au milieu, c'est logique pour moi qu'il s'est remporté ce Quel match. match de Pogba, messieurs, c'était quand même impressionnant de le voir, même mettre un petit pont haïtien. C'était très beau. Je voudrais bien votre avis là-dessus, Kevin. La Juve, on le sait, il domine le calcio depuis 2-3 ans, il finit champion, il y a un milieu exceptionnel. Là où on les attend vraiment, c'est en Ligue des Champions, voir si cette équipe est capable de passer un palier sur la scène européenne. Concernant Pogba, c'est peut-être en ce moment un des meilleurs milieux de terrain du monde, il sait tout faire, il est en pleine progression et Pogba, Griezmann, c'est plutôt pas mal à quelques mois du championnat d'Europe. D'accord, Maxime, pour rebondir ? Oui, ça reste un des plus gros matchs en Italie, même si pour moi ça fait longtemps que le Milan est l'une des meilleures équipes de Serie A. Le Milan pour moi est plus vraiment une très grande équipe, même pas une grande équipe. C'est une équipe pour moi d'Europa League. Moi je le dis, je suis un peu dur face au Milan, mais j'ai tellement aimé le Milan de la grande époque. Pour moi, voir une équipe pareille avoir maintenant des joueurs, on va pas se mentir, on regarde les joueurs sur le terrain, on regarde Montari, Essien, ça manque quand même vraiment de solidité, capacité physique, de solidité dans le jeu. Pour moi, le Milan est plus une grande équipe et que la Juve s'impose face à eux, c'est pas vraiment une grande réussite. D'accord, on passe tout de suite à l'Angleterre avec ce derby londonien, Tottenham contre Arsenal, une défaite lourde pour Arsenal. J'aimerais entendre Marie-Astrid là-dessus. C'était une défaite méritée, on va dire. En plus, Harry Kane, il est bien en forme en ce moment. Je crois qu'il a mis 22 buts, toutes compétitions confondues, et qu'il n'y a aucun joueur de Première Ligue qui a fait mieux. Ensuite, Arsenal, il y avait Alexis Sanchez, qui manque forcément. Après, le milieu, il n'était pas à son niveau habituel. Il y a eu 17 tirs pour Tottenham et 7, je crois, pour Arsenal. Merci beaucoup, Maxime, peut-être pour en parler. Alors moi, le joueur qui m'a vraiment marqué, au-delà de Harry Kane, c'est Moussa Dembélé. Dembélé, c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis très longtemps, qui a eu beaucoup de coups bas, beaucoup de blessures. Mais là, il revient vraiment très bien, il monte en puissance au fil des matchs et surtout, il a vraiment gagné en vision de jeu. Pour moi, c'est le joueur de Tottenham qui a fait le plus mal à Arsenal par ses dribbles, par ses prises de balles. Il est toujours allé percuter, il n'a pas peur et c'est vraiment le genre de joueur que j'adore. Et vous, Kevin, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match ? Ouais, un sacré match de Tottenham qui a gagné et qui a pris 7 points contre Manchester United, Chelsea et Arsenal, donc c'est pas rien. C'est vraiment une équipe qui est en total progrès cette année, qui a conduit les difficultés en 2014.
Un match incroyable, vraiment, physiquement, techniquement, tactiquement. Arsenal n'a jamais eu la solution, un milieu bien en dessous de leur niveau habituel. Et un joueur en totale réussite devant avec Harry Kane. On va voir comment vont se comporter les Spurs ce soir face aux Reds. D'accord, très bien, merci. On passe maintenant à l'Espagne avec le Barça qui écrase Bilbao, avec notamment le trio MSN qui est inarrêtable cette saison. Ouais, un trio dont on doutait vraiment qu'il pouvait être complice à ce point-là. C'était impressionnant, le lien technique était là, il y avait une entente sur le terrain et même on commence à avoir une entente en dehors. Suarez, on sait, est un des plus redoutables attaquants, redoutable finisseur. Messi commence à jouer en passeur et Neymar sait tout faire. C'est vraiment la progression de Neymar, à mon avis, qui a fait changer un palier à cette équipe. Et Suarez, il a mis du temps avant d'être décisif comme ça. Il a eu des loupés encore une fois ce week-end, mais il a encore marqué. Et donc c'est tant mieux pour le Barça. Et oui, c'est vrai que Neymar, il fait des performances très impressionnantes en ce moment. Merci Guillaume. Maria Street peut-être Neymar... merde. Messi, il a mis 10 buts depuis le début de l'année et personne n'a fait mieux en Liga. D'accord. Maxime, peut-être par rapport à ce trio inarrêtable. Oui, ce trio, je ne suis pas un grand fan des Catalans, mais il faut vraiment avouer qu'il fait très très mal. Il commence à devenir complémentaire. Suarez a su vraiment s'adapter à Messi et Neymar. Surtout à Messi, on voit vraiment Suarez aimer jouer en passeur. C'était un très bon passeur en Première Ligue. Il se retrouve un petit peu avec la vitesse de Neymar comme il était avec Sturridge avant. Je pense que Suarez est vraiment la bonne recrue et Neymar surtout. Neymar, je pense qu'à un moment on l'a surcoté quand il arrivait et là je pense qu'on commence vraiment à trouver le Neymar qu'on voulait. Le Neymar qui va vite et surtout en termes de statistiques, il s'est vraiment amélioré. Kevin, peut-être pour terminer. Ouais, je voudrais juste dire un mot. Ça sert à rien, Guillaume, de mettre le survêt puisque le Real est toujours devant pour l'instant, donc on verra à la fin du championnat. Mais bon, c'est dommage comme ça pour le Barça. On peut y croire. Allez, on va passer tout de suite et on va terminer notre voyage européen au Portugal avec le classico lisboète entre le Sporting Portugal et le SL Benfica qui ont fait match nul sur le fil. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, on va vous laisser parler sur ce match. On sait que t'en as envie, hein, Bruno. Alors, en tant que supporter benfiquiste, c'est vrai que ce match a fait plaisir. Mettre un but à la 93e minute, évidemment, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est un ennemi historique. Après le départ de Pérez au mercato hivernal est dur pour Benfica, on le voit bien au milieu de terrain. Beaucoup de fragilité, peu de percussion. En attaque, le duo Jonas-Lima a vraiment du mal à se trouver. Benfica a sauvé les meubles. On leur souhaite de bien terminer la saison. On passe maintenant à la deuxième partie de cette émission qui commence tout de suite du meilleur et du pire évidemment avec nos tops et nos flops, à commencer par nos tops avec Harry Kane, messieurs. Harry Kane, je suis pas un très grand fan de joueur ni de son jeu, mais il faut avouer qu'il est vraiment très efficace. Il est très bon à ses prises de balles, il me fait penser un peu à Dzeko à Wolfsburg. Quand il arrive à Manchester City, c'est un joueur très grand, capable de gagner beaucoup de duels aériens. On l'a vu sur la tête qui place pleine lucarne sans difficulté. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un très grand joueur de tête. C'est un joueur qui est très bon au pied. C'est aussi un renard des surfaces, on l'a vu sur son premier but. Il va prendre la balle qui revient et la place du plat du pied pourtant, alors qu'il est quand même très sollicité par les défenseurs. Donc bon, il en a 22 buts toutes compétitions confondues. On attend de voir la suite. Je partage votre avis, surtout que Maxime, justement, parce que ce joueur, c'était son premier derby face à Tottenham. Et dès le premier derby, il montre son talent. Face à Arsenal. Face à Arsenal, c'est vrai. On va peut-être passer à Kevin, peut-être qu'il peut donner son avis par rapport à ce joueur en forme. Comment ne pas le donner en top, quoi. 22 buts, pas toute compète en championnat. 22 buts en championnat. Toute compétition. Ouais, bon. Ça change pas quand même la performance. 22 buts, ouais. C'est seulement l'Angleterre à faire ça. Ouais, c'est impressionnant. Il marche sur des records d'attaquants. Luis Suarez, Thierry Henry. Et puis c'est un joueur qui se démarque parce que. Non, mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Parce que petite dédicace, c'est très bien. parce qu'il a une manière de jouer à l'anglaise, mais aussi avec une technique assez élevée. Donc c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, qui m'impressionne et qui finira l'année en pleine bourre. D'accord, on passe tout de suite à l'Atlético. Maxime, peut-être ? Oui, l'Atlético a fait très très mal au Real. L'Atlético est une équipe très performante, surtout très très physique. Ils font tous l'effort défensif. On voit vraiment que Simone a vraiment apporté sa grinta, la grinta qu'il avait quand il était joueur. Moi j'aime bien le comportement de joueurs comme Gabi. C'est des joueurs qu'on continue le match. Pourtant dès le début du match, il y a des joueurs comme Koke qui a été blessé, qui est pour moi le meilleur joueur de l'Atlético cette saison et depuis même l'année dernière derrière Costa.
Voilà, je pense, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit. Ils ont toujours un état d'esprit très combatif, mais cette fois-ci devant leur public et surtout dans un derby, ça fait du bien de voir des équipes comme ça. Guillaume. Et même les remplaçants sont là. Fernando Torres fait des bonnes entrées. Il a remplacé Chris. Mandzukic peut-être. Il est rentré et il a offert une passe décisive à Mandzukic. Ouais. Le remplaçant de Koké qui a marqué, qui a fait une passe décisive, c'est franchement même le banc est de qualité. Très bien, maintenant on va passer évidemment à Pogba, pardon. Impressionnant avec la Juve, ce joueur est en train d'exploser d'année en année. Un joueur incroyable, 22 ans, il a eu 22 ans récemment. C'est un joueur qui sait tout faire au milieu. On a 3 postes définis, donc le poste de numéro 10, poste de numéro 8 et le poste de numéro 6. Et c'est un joueur qui peut jouer à ces 3 postes, technique, physique, très bon dans la récupération. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est l'aspect tactique, mais bon, on va pas le brusquer, hein. Il a largement le temps. Et Pogba, ouais, c'est un potentiel ballon d'or. C'est un rêve de voir jouer un joueur comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Merci Kevin. Maxime. Oui, Pogba, c'est actuellement pour moi le meilleur joueur de la Juventus cette saison. Pourtant, il y en a des très bons. Il y a Vidal, il y a TVS qui sont très très bons. Mais pour moi, c'est vraiment le joueur qui prend une dimension phénoménale. Je pense malheureusement qu'il va partir au mercato d'été. Après, savoir où est-ce qu'il va aller, on verra. Ça sert à rien d'insinuer des choses. Mais voilà, pour l'équipe de France, pour l'avenir, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. C'est le joueur le plus important, il apporte vraiment une technique au milieu. C'est un milieu défensif, oui, un récupérateur de base, mais il est capable de mener le jeu, il est capable d'éliminer, il élimine très très facilement. Et surtout, il a une sacrée qualité de passe, ses passes sont tranchantes. Il est jeune et c'est ça, on le voit dans son jeu qu'il est jeune, qu'il n'a pas peur d'y aller, qu'il n'a pas peur de garder la balle au milieu de 3 joueurs et surtout qu'il relance très très bien. Merci Maxime pour cette belle analyse. On va rester sur le football français avec Lloris, très très en forme avec Tottenham. Ce gardien de but aussi est en train de prendre son envol en Angleterre. Ouais, pas mal le genou avec l'envol, hein, je valide. Un super gardien, très régulier. Hein, je vois même pas comment on a pu le critiquer. C'est un gardien qui n'a pas eu trop de défense depuis qu'il est arrivé en Angleterre et qui là réalise des prouesses. Vraiment le numéro 1 français. Un des meilleurs gardiens du monde et qui confirme. Marie-Astrid, peut-être pour parler de Lloris. En fait, on peut dire qu'ils sauvent la plupart du temps Tottenham, puisque leur défense, elle est un peu fragile. Hein. Ouais, voilà. Et en fait, il fait tous les arrêts importants et je pense qu'il sauve beaucoup de points. Je vois que Guillaume est d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Lloris est là dans tous les grands matchs, dans tous les matchs même en général. Et franchement, j'attends juste qu'il parte de Tottenham parce que je vois pas qu'est-ce qu'il fait dans ce club-là. Sans manquer de respect à Tottenham, je pense qu'il faut qu'il parte. Maxime, peut-être pour rebondir. C'est bien que ce soit Tottenham, au moins il peut s'exercer, il a beaucoup d'arrêts à faire, surtout vu la très très bonne défense de Tottenham, très très fulgurante dans les duels. Attention, je sens que l'arbitre a envie de sortir le jaune là. Je sens non, ça va. Non mais aujourd'hui c'est quand même mieux d'être à Tottenham qu'à Liverpool, hein, franchement. On va stopper tout de suite, on va passer à l'Allemagne avec. Ça va être un rouge ça. Attention monsieur l'arbitre, pensez peut-être à distribuer des cartons, je les sens un peu chaud. Bon, on passe tout de suite à Dortmund qui sort la tête de l'eau et on est content pour eux quand même. Maxime. Oui, gagnant enfin. Pourtant, c'est pas un manque d'effectifs, un manque de qualité au niveau des joueurs. Aubameyang met un doublé, une passe décisive. Voilà, ça fait plaisir de voir qu'un ancien joueur de la Ligue 1 parvient à redonner de très bonnes prestations en Allemagne, surtout avec Dortmund. Dortmund qui reste l'équipe incompréhensible, qui se qualifie facilement en 8e de finale de Ligue des Champions et à l'époque avait plus de points en Ligue des Champions au bout de 12 matchs qu'en championnat. Tout à fait. Maintenant, j'attends de voir s'ils vont se maintenir. En tout cas, une chose est sûre, ils vont se faire dépouiller tous leurs joueurs au mercato. D'accord. Kevin. Ouais, Dortmund qui peut-être nous faire une saison historique, je sais pas, descendre en Ligue 2, gagner la Ligue des Champions. Non, je sais pas du tout. Dortmund, vraiment, non, incompréhensible cette équipe, capable de perdre contre Fribourg. Je connais même pas le gardien de Fribourg et puis gagner contre le Bayern en coupe, je sais pas. C'est une équipe, moi que j'ai beaucoup aimé jouer. Ça va vite devant dans les couloirs, ça c'est magnifique à voir jouer. Cette année ils sont en panne, mais je pense quand même qu'ils vont se maintenir. Et puis on verra en Ligue des Champions, hein. Si Dieu veut, ils feront un truc. Hein. Et justement, en Ligue des Champions, même si l'objectif c'est le maintien, je pense pour le moment, en Ligue des Champions ils vont affronter la Juve et ça va être un gros duel et un véritable test pour eux et pour la fin de saison. Bon, on attend de voir et on passe maintenant au flop avec le milieu d'Arsenal pour commencer. Donc là je pense qu'on a beaucoup à dire, je vais laisser Kevin qui se chauffe les mains avant de masser le dossier. Ouais, non, un petit coucou à Arsène Wenger, hein. Si tu peux recruter, vas-y recrute mon gars, parce que là ton milieu il commence un peu à être. Il commence un peu à se refroidir quoi. Ramsey, Cazorla, on connaît un peu. S'il vous plaît, un peu sur. Carton sèche. Avertissement. Non, mais bon, voilà, sur Moyo. C'est assez répétitif quoi. Ça joue bien au ballon, mais bon, dans les gros matchs où il y a un peu d'intensité, où il faut être décisif,
Ces joueurs-là ne le sont plus. Cazorla, c'est un joueur que j'adore, capable dans le petit périmètre qui est exceptionnel. La limite de l'insolence des fois, mais bon, moi je trouve qu'Arsenal répète ses matchs d'année en année. D'accord, Marie-Astrid, peut-être pour défendre son équipe. En fait, moi je suis pas d'accord pour dire à Arsène de recruter parce que je pense déjà on a déjà beaucoup de milieux et ils sont tous intéressants. Et en plus, il y a des joueurs qui sont blessés, comme Wilshere qui sont en train de revenir, ou Mikel Arteta, qui reviendra pas tout de suite, mais non, recruter ce sera pas une solution. C'était juste un mauvais match et ça ira mieux après. Justement, vous parlez de Wilshere, il faut quand même rappeler dans les flops les dérives de cette semaine, lui qui est censé être blessé, qu'on a croisé sur une photo Instagram en chicha. Ça montre aussi certains esprits, Arsenal, des joueurs peut-être qui poseraient problème. Bon, en tout cas, on va passer à une autre équipe anglaise qui pose problème, Manchester City, avec Maxime qui va nous livrer son analyse. Manchester City, je pense qu'on est toujours très très dur avec Manchester City. C'est pour moi la meilleure équipe d'Angleterre avec Chelsea. Ils ont un peu de mal, ils avaient Yaya Touré, leur meilleur joueur et capitaine, qui était surtout à la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il a d'ailleurs remporté. Petit bisou à lui. Mais c'est vrai que le milieu de terrain en attendant était pas musclé du côté de City. Ouais, il y avait un petit peu de muscle. On a Fernando qui joue un peu plus haut alors que c'est un 6 de base. Mais bon, Pellegrini a fait avec ce qu'il avait. C'est vrai que Milner, Fernandinho, c'est vraiment des joueurs très très faibles techniquement. Oui, très très faibles. Mais bon, Milner, on va pas se moquer de lui, même si c'était pas très beau à voir. Il a marqué justement le coup franc d'égalisation la 87e. Oui. C'est indéniable, ce jour-là est très très fort. Oui, il est très très fort. Il est pas très. C'est comme les Thomas Müller, ils sont pas très très beaux à avoir joué, mais ils mouillent le maillot sur le terrain et voilà, on aime ça surtout. C'est un bon anglais à sa tête. Merci Maxime, on va laisser Kevin maintenant s'exprimer. Ouais, écoute, moi je sais pas, mais moi je trouve pas qu'on est dur avec City. C'est une équipe qui a dépensé 2 milliards d'euros pour avoir des joueurs comme ça. Les mecs ils arrivent pas à sortir des poules en Ligue des Champions, c'est bien, vas-y. Peut-être que Monaco l'a fait avec moins que ça, voilà. Meilleure équipe d'Angleterre, oui, champion en titre, mais cette année Chelsea déroule. Hormis ça, des joueurs individuellement qui sont pas au niveau. Nasri il fait un match sur 4, Silva il est là, il est pas là, je sais pas. Sans Yaya Touré, c'est une équipe bien trop amoindrie pour faire des choses à leur niveau d'espérance. D'accord, on passe ensuite à un nom que je n'ai pas envie de prononcer, mais c'est mon boulot, Cristiano Ronaldo, décevant cette semaine. Marie-Astrid peut-être pour nous en parler. C'est vrai qu'en ce moment il est pas trop en forme, il fait pas grand chose, en plus après il fait la fête et voilà quoi, on dirait qu'il s'en fout. On est dur avec lui sur la fête. C'est son anniversaire, on peut quand même laisser quelqu'un fêter son anniversaire. 30 ans. Attendez, il fête ses 50 ans, c'est ça. Attention, 30 ans, 3 ballons d'or. Bon, plus sérieusement. Non, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui marque son temps, c'est un joueur qui a 3 ballons d'or, c'est voilà. Je sens le Portugais à côté de moi qui souffle un peu. Enfin bref. Une belle analyse. Mais voilà. Après, il rate un match, peut-être 2 dans l'année. On va pas lui tomber dessus. On va faire le flop sur ce match. Sur ce match, il a pas eu de ballon, il a pas été bon. Ce début d'année 2015 est moins bon. En général, c'est quand même pas un joueur qui déçoit et il sera là dans les moments décisifs du Real en fin d'année. Comme toujours. On laisse parler maintenant Maxime. Oui, il est pas là. Il manque des matchs, mais un sifflet, s'il vous plaît. Il y a le présentateur qui est un peu trop subjectif. Oui, mais trop de prise de parti portugais. Attendez, on parle d'un triple ballon d'or tout de même. J'aimerais un peu de respect. C'est un rappel à l'ordre, monsieur. On ne discute pas. On ne discute pas là-dessus. J'ai pas touché. On a monsieur Karl Turpin qui fait savoir. Il va l'arbitrer à l'anglaise maintenant. Ouais, donc je disais, Ronaldo, il passe à côté de matchs quand même importants. Il rate le derby, il en prend 4 en plus. C'est bien de marquer des triplés contre le Celta Vigo, mais il faut quand même être bon dans les grands matchs. Il est bon dans les grands matchs en général, mais ce match-là, faut pas lui trouver d'excuses. Il était pas là. J'aimerais bien savoir le nombre de duels qu'il a gagné dans le match. À mon avis, ça doit être proche de 5%. J'aimerais bien voir. Et Guillaume, pour s'exprimer. C'est depuis le match retour face à Liverpool que Ronaldo est pas exceptionnel. Depuis son ballon d'or, ça fait un peu plus d'un mois que Ronaldo il est mauvais. Je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que ça fait que 1 ou 2 matchs. Mais ça, c'est à cause de ce cartel Lovren, c'était tellement bon. Tellement impressionnant. C'était très impressionnant. C'est vrai que le premier but où à lui tout seul, il mange toute la défense de Liverpool. Le match retour. À mon avis, si la bière anglaise, ça n'a pas passé. Ça lui manquait. Bon allez, on va parler toujours du Real, mais avec la défense qui a vachement déçu quand même ce week-end face à l'Atlético. Une défense remaniée quand même. On va pas prendre leur défense, ils ont été chaotiques, mais une défense remaniée. Nacho, il dégage en touche, ou alors il dégage pas, ou il dégage avec son tibia, il fait ce qu'il veut. Varane qui m'a un peu déçu. On sait que c'est un surdoué Varane techniquement dans la relance, mais dans le combat, dans ce genre de match, il y était pas.
À droite, Carval n'a pas été bon, n'a pas été mauvais, voilà, ça a été correct. Et puis à gauche, Contrao nous a prouvé encore qu'il est en pleine descente et en plein déclin. D'accord, on va laisser parler Maxime. Alors d'abord, je veux dire à Bruno que je n'ai rien contre les Portugais. Je n'ai strictement rien contre les Portugais, mais malheureusement, Coentrao a encore déçu. Coentrao, c'est une pâle doublure de Marcelo. Pourtant, c'est un joueur que j'adorais à Benfica et quand il est arrivé. Mais Juan Fran, il a mangé tout cru. Désolé, mais Juan Fran, pour centrer, c'est limite s'il ne demandait pas son accord, s'il le checkait. Et après, s'il ne centrait pas. Je demande un carton là, monsieur. Ah voilà. Un rappel alors aussi. Mais Juan Fran, je pense qu'il a peut-être pas digéré le bisou de Neymar, donc il s'est vengé sur Coentrao. Mais là, Coentrao, c'est limite s'il n'aidait pas à centrer. Faut pas oublier Varane aussi qui est pour moi fautif sur le 3e et le 4e but. Varane, il n'a pas fait un très grand match pour une fois et c'est dommage. On va passer à un nouveau joueur maintenant, Cavani, très décevant avec le Paris Saint-Germain. Je sens que beaucoup de personnes ont envie de parler. Je vais d'abord prendre Kevin pour sa belle analyse de Ronaldo. Alors Cavani, si tu m'entends, reviens sur le terrain parce que là, c'est pas que tu nous manques, mais ça serait bien que t'en mettes un dedans quand même, par moment. Ouais, non, c'est un joueur qui m'exaspère de plus en plus. Il rate des occasions tout faites. Il fait le travail défensif, il mouille le maillot, on pourra pas lui enlever ça. C'est un joueur qui n'a jamais été adapté avec le jeu du PSG, le jeu de passe. Lui, c'est un joueur qui préfère jouer avec une équipe qui joue en contre, faire des appels et contre-appels. Mais bon, Cavani, à 64 millions d'euros, ça serait bien qu'il mette un peu dedans quand même. Très bien, on va laisser la parole à Maxime qui va essayer de défendre un cas peut-être indéfendable. Le défendre, non, je me mets plutôt du côté de Kevin. Parce que Cavani est un joueur qui me fait plus vraiment rigoler. Au début, c'était un peu comme Welbeck en Angleterre. Ses bourres me faisaient un peu rigoler. Il en manquait, il était à 30 cm du but, il a manqué. Mais là, face à Lyon, ça m'a quand même. Je dirais pas que ça m'a énervé, mais on va dire qu'il faudrait quand même savoir placer un plat du pied. Ce serait bien de savoir faire un plat du pied, surtout quand on est un numéro 9 de base. Mais voilà, Cavani, si tu m'entends, El Matador qui n'a pas apprécié visiblement. Si tu m'entends, El Matador, reste en Uruguay. Tu aurais dû prolonger tes vacances en Uruguay. Prends l'Avedi avec toi si tu veux. Voilà, attention. Je pense que ça je vais sortir le carton jaune. Le carton jaune est sorti. Non, si c'est pour défendre Cavani. On va laisser parler Marie Astrid, peut-être une fille pour calmer les messieurs un peu trop excités ce soir. En fait, je suis un peu d'accord avec Maxime et Kevin. Enfin, je veux dire qu'au début, c'est vrai que c'était un peu drôle et tout. Enfin, j'avais un peu de la peine pour lui, mais là, c'est vraiment agaçant. Il rate des occasions super importantes et franchement, voilà quoi. D'accord, Kevin, peut-être pour prolonger. Il n'aurait pas le niveau pour jouer en CFA, ce gars-là. Moi, je connais un club qui jouait 5 ans, il pourrait jouer avec nous, il ne mettrait pas devant non plus. Attention. Deuxième carton. S'il vous plaît, je vous demande quand même de vous rappeler l'époque qu'il a connue à Naples. C'était une belle époque. Quand même, on l'appelle pas El Matador pour rien. Enfin, on va passer ensuite à l'instant que vous attendez tous dans cette émission, The Match of the Week. Paris-Chelsea, une affiche exceptionnelle. Madame, messieurs, autour de la table, qu'en pensez-vous ? Alors moi j'en pense que j'attends ce match avec impatience. Déjà c'est probablement une revanche. Paris a une revanche à prendre, notamment face à Chelsea. Chelsea qui pour moi ne méritait pas de passer l'année dernière, même si cette année pour moi Chelsea est au-dessus de Paris. C'est incontestable en ce moment, c'est incontestable que Chelsea est meilleur que pour moi, peut-être pas dans le jeu, mais en termes d'attaque, même de défense, c'est plus solide que nous. Après, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner, surtout au milieu de terrain. Je pense que Paris va avoir du match, notamment face à Matic, Fabregas. Ils arrivent à allier un petit peu la tactique, la finesse technique avec le ratissage défensif, on va dire, de Matic. Maintenant, j'attends de voir les duels et j'attends de voir comment Laurent Blanc va nous préparer ça, parce que si Paris joue comme face à Bastia, Guingamp ou même face à Lyon, même si le jeu a été plutôt pas mal, c'était pour moi encore très limité. C'est ce que j'allais vous dire en parlant du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Il faut se rappeler quand même le match retour qu'ils avaient perdu. Premier match, ils sont sur quand même un nuage, et le deuxième, et puis ils perdent complètement les pédales. Et je pense qu'il faudra faire vraiment attention à pas prendre Chelsea à la légère, pardon. Je pense que ça va être compliqué quand même pour le Paris Saint-Germain. C'est une situation inquiétante pour Paris qui n'est pas vraiment au top en ce moment, qui gagne des matchs 1-0, qui a retrouvé une certaine solidité défensive. Mais face à Chelsea, c'est pas ça qu'on va leur demander aux joueurs, c'est vraiment d'attaquer, d'être réaliste, ce qui n'a pas été trop le cas contre Lyon dimanche. C'est une situation inquiétante, on peut penser que Paris est une bonne équipe, donc il va s'élever pour ce genre de rendez-vous. C'est compliqué de deviner l'issue de ce match, mais ce qu'on sait, c'est que la dynamique est clairement du côté de Chelsea en ce moment.
D'accord. Maintenant, on attaque tout de suite la rubrique. Ça nous a marqué évidemment la finale de la CAN, la victoire de la Côte d'Ivoire face au Ghana au tir au but et la joie d'un peuple tout entier. Kevin, vous avez vu ce match, qu'en avez-vous pensé ? C'était un match bizarre parce que en fait le Ghana a dominé ce match-là en première mi-temps, la Côte d'Ivoire a rectifié le tir en deuxième. On a eu une séance de tir au but absolument exceptionnelle, on ne s'attendait pas du tout à ça. Un gardien qui est tombé par terre pour simuler, qui s'est relevé et qui a sorti 4 pénaux, enfin voilà, c'est un truc de fou. C'est bien pour le peuple ivoirien, ça faisait 23 ans qu'ils attendaient ça. On va peut-être oublier Didier Drogba après ce match, malheureusement c'est un immense joueur mais il n'a pas gagné cette CAN et aujourd'hui cette équipe se débrouille mieux sans lui. Voilà, c'est une bonne équipe, une grande équipe d'Afrique qui remporte cette compétition et cette compétition finit bien. D'accord, Maxime ? Moi, j'ai aussi envie de parler du travail d'Hervé Renard. Donc Hervé Renard qui a 2 ans a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie. Zambie qui était une équipe qu'on n'attendait pas forcément. Bon, il a quand même été aidé parce qu'il a de très grands joueurs avec lui. Il a Doumbia qui va signer à la Roma. Il a Gervinho. Il a Boni qui est très très bon, qui vient de signer à Manchester City. Ou encore l'emblématique Yaya Touré. Bon, il est très aidé par de très grands joueurs. Après, voilà, son travail était très bon. On a vu qu'il a osé changer de dispositif tactique. Il a osé mettre des joueurs comme Maxime Gradel qui était très 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 bon pendant cette CAN et pour moi qui va revenir titulaire indiscutable avec les Verts. Et j'ai bien aimé aussi Serge Aurier, titulaire sur le côté. Donc c'est vraiment un des joueurs de la future génération montante de la Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe du Monde notamment. D'accord, Guillaume ? Ouais, c'est surtout le travail de Serge Aurier qui est impressionnant. Il a été élu 3 fois meilleur joueur homme du match pour la Côte d'Ivoire alors qu'il avait complètement manqué le premier rendez-vous. Et il a joué dans un poste de milieu droit et faudrait peut-être pas y penser pour Paris parce qu'il y a Lucas qui est à ce poste-là, mais milieu droit, il a été quand même beaucoup plus impressionnant qu'en défense. Kevin, peut-être ? Non, j'ai déjà tout dit. Voilà, encore une fois, c'est plaisir que la Côte d'Ivoire a gagné. C'est une équipe, pas forcément un rouleau compresseur, mais une équipe qui a vraiment bien géré sa compétition. Et c'est avant tout ça, bien gérer sa compétition, réaliste face à l'Algérie, tactique face au Ghana, et puis très forte en demi-finale. C'est vrai qu'on pense au Ghana dans la douleur, les larmes d'Ayou comme ça faisait mal. Il va retourner à Marseille, c'est pour ça qu'il pleurait. Attention le rouge. Non. Attention le rouge. Arbitrage à l'anglaise. Monsieur l'arbitre. Il y a eu déjà plusieurs appels. Je demande un carton parce que ça, il l'a vu sur Facebook. Arbitrage à l'anglaise. Oh là là, où du plagiat. Arbitrage à l'anglaise. Attention. Excusez-moi monsieur, mais là je vais devoir vous demander de partir pendant une Expulsé pour la première, c'est du jamais vu. Plagiat et injure monsieur, on sort s'il vous plaît. Il va falloir sortir. Les tribunaux unifiés ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Allez, Sortez un peu là. Très bien, bon. Avant de laisser la parole à notre régisseur à la barbe bien taillée, on passe maintenant à la question de la semaine. L'OL est-il prétendant déjà bien installé au titre de Ligue 1 ? Kevin ? Ouais, en tout cas, je sais pas s'ils sont prêtement, mais ils iront jusqu'au bout, les Lyonnais, peut-être plus que les Marseillais qui calent en ce moment, voilà, alors que notre Vietnamien, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, non, une bonne saison des hommes d'Hubert Fournier. C'est assez impressionnant. Qui a commandé des sushis sans la casette, et donc voilà. Est-ce qu'ils peuvent prétendre au titre ? Oui. Ça va être compliqué quand même, mais bon. Attention, excusez-moi, monsieur carton rouge qui veut commander des sushis. L'animateur s'envole. On peut Le pas feu, c'est sortir votre vie sur l'animateur. Koh-Lanta. Les aventuriers de la tribune unifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Monsieur Maxime, rentrez. On reprend, excusez-moi. Donc oui, pour revenir à l'Olympique Lyonnais, ils sont sur une bonne dynamique. Malheureusement, ils ont perdu Lacazette, ils ont perdu Bisevac et ça va être très dur pour vraiment viser le titre. Surtout que Paris, je pense qu'ils vont revenir en force. Ils n'ont que 2 points de retard. Marie-Astrid, un mot là-dessus. Je pense qu'en fait, Lyon vise surtout la 2e place. Je pense qu'ils veulent vraiment la Ligue des Champions. D'accord. Et qu'ils vont plutôt se battre avec Marseille pour la 2e place, parce que je pense que Paris sera vraiment champion. Maxime, petit mot là-dessus en tant que Parisien. Retour, oui. Ah, et ça va. Non, oui, alors oui, je pense que non. Lyon a ses chances, mais je les vois pas sur la douzaine, les 12-13 matchs à venir réussir à vraiment faire le break. Je pense qu'ils n'ont pas l'effectif qu'à Paris, ils n'ont surtout pas les ressources sur le banc pour concurrencer Paris sur la durée, même s'ils ne jouent plus que sur un tableau. Je vois Lyon tenir tête encore 5-6 journées à Paris, mais je les vois lâcher un moment et Paris finir avec
5, 6, 8 points, 6, 8, 9 points devant l'OL. Très bien, Marie-Astrid, on va peut-être vous entendre là-dessus. Ah, j'ai déjà dit ce que je pensais. Excusez-moi, moi j'étais dehors. Voilà pourquoi j'étais dehors. Voilà. Bon, très bien. Non, on va maintenant laisser la parole à notre chroniqueur chéri, celui qui expulse, mais qu'on aime toujours, notre régisseur. C'est l'œil de Karl. Attention, faut rire rassuré. Donc tout le monde le sait, les footballeurs et l'esthétique capillaire forment une longue histoire d'amour. Un couple indissociable qui en a fait sourire plus d'un, et moi le premier. Quand on se rappelle de notre bon vieux Domenech, qui aurait pu être figurant dans Astérix ou Obélix, ou encore la belle touffe pubienne avec laquelle Ronaldo s'affiche fièrement sur le terrain, mais nos joueurs d'aujourd'hui n'ont rien à envier à leurs prédécesseurs. J'ai encore l'image en tête de notre cher Pogba national. Que dire de notre Pogba national? Sa coupe me faisait penser à un furet allongé sur le haut de son crâne. Sans doute que la mode était à l'animal, entre le mulet de Ménez, l'abeille de Sacco quand il avait sa crête jaune et noire, ou encore la queue de cheval de Zlatan un peu plus classique. Maintenant, je me pose des questions. Après la tendance animalière, qu'est-ce que ce sera? Allons-nous revenir au punk emo, ou alors plus biblique, la tonsure des moines? Qui sait? Et vous, vous en pensez quoi? Merci beaucoup, Karl. Merci beaucoup à vous tous pour vos analyses le long de cette émission, malgré les dérapages, et je m'en excuse personnellement. Allez, merci beaucoup à ceux qui nous écoutent, merci à ceux qui likent la page, merci encore et encore. Sans vous, on serait rien, on vous embrasse très fort, on vous dit à dans 2 semaines. Ciao, bonsoir, et feliz cumpleaños a Radamel Falcao. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know